Bon, d'abord, on essaye d'apporter un service depuis l'origine de la carrière éventuelle d'un joueur jusqu'à la fin de sa carrière et jusqu'à sa reconversion. Alors, est-ce que les parents sont bien au courant de tout ce qu'il faut? Bien sûr, la réponse est non, parce qu'ils ne voient de ce métier que ce qui est dans les journaux, et donc ils n'ont aucune conscience et aucune connaissance de la carrière et de ce qu'il faut faire quand on va y entrer, parce que la plupart du temps, quand on entre dans la carrière, on a déjà signé un contrat de jeunes, d'aspirants, de stagiaires, et là le problème commence à devenir délicat parce qu'on a pris parfois des engagements qui sont irréversibles. Le syndicat est sollicité souvent par les parents, mais la plupart du temps, ils nous ont sollicité quand ils ont déjà signé un contrat. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que les parents devraient prendre contact avec le syndicat avant que leur enfant ait pris une option, qu'eux-mêmes ils aient pris leur option pour leur enfant, parce qu'après, sur le plan juridique, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière quand les choses sont faites. Donc il vaudrait mieux que eux ou leur agent, s'ils ont déjà à cet âge-là un agent, qui viennent vers nous, qui nous pose des questions et qu'on les oriente de la meilleure façon. D'abord, c'est de savoir que, mais ils le savent certainement, que ça ne va pas être facile, qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, et donc c'est une carrière qui n'est basée pas seulement sur les qualités techniques, mais sur les qualités morales, sur la conviction, sur la force de caractère, et c'est ça qui fait la différence entre des joueurs qui sont la plupart du temps du même niveau. Alors justement, c'est une question à laquelle on ne sait pas bien répondre. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans un club professionnel, il n'y avait pas de centre de formation. J'étais stagiaire et donc je m'entraînais avec les pros. Et puis jusqu'au jour où l'entraîneur, considérant que c'était possible de me faire jouer en équipe première, il l'a fait. Donc, et justement, la question se pose aujourd'hui de la nécessité des centres de formation, ou en tout cas comment ils sont gérés, comment la carrière est engagée par les joueurs. Et parfois on se demande si le nombre des joueurs en formation, parce que des fois il y a pléthore de joueurs dont on sait par avance que sur 30 joueurs en formation, il y en a 20 qui jamais ils pourront espérer être en professionnel. On se pose la question justement de savoir est-ce que finalement on ne fait pas intégrer trop de joueurs qui n'ont pas la pointure dans le seul but peut-être de rentabiliser les centres de formation. Ça, c'est un problème d'actualité. Il y a les transferts de jeunes qui sont pas encore dans l'équipe première, mais qui sont transférés dans d'autres clubs et dans d'autres pays. Et la question est de savoir est-ce que les indemnités qui sont perçues par les clubs viennent abonder le compte du centre de formation ou le compte de la société professionnelle. D'abord, c'est une contre-vérité incroyable. Si on faisait le calcul sur les 15 dernières années en France, il y a une douzaine de joueurs, voire une quinzaine, qui sont partis sans l'accord de leur club. Ça veut dire un par an. Dans le même temps, c'est des dizaines de joueurs qui sont enrôlés, souvent des Africains. Donc c'est vraiment une contre-vérité que de dire que cela. Et puis aussi, il faut savoir que la réglementation européenne autorise un joueur après 16 ans de changer de pays pour aller jouer. Par ailleurs, les clubs se plaignent parfois sur le plan économique de dire que ça leur coûte trop cher ou qu'ils ne rentrent pas dans leurs frais. Là encore, c'est une contre-vérité, parce qu'il y a une étude de la Direction technique nationale française qui démontre que, d'une manière générale, les clubs formateurs ont un retour sur investissement entre 2 fois et demi et 5 fois l'investissement qu'ils ont fait pour les centres de formation. Donc voilà la réalité.